Dans un projet de construction, quelles sont les étapes nécessaires lorsqu'on en est à la phase de réalisation ou dit autrement, quand on est dans le chantier? C'est Christian de Vision 6D. Pour moi, c'est toujours un plaisir d'échanger mon expérience en gestion de projet et puis de pouvoir partager quelques-unes de mes connaissances. Alors on va se plonger ensemble dans un vrai chantier et voir quelles sont les étapes nécessaires du moment où on démarre le chantier jusqu'à son aboutissement. Un projet de construction est composé de plusieurs phases, principalement une phase étude, la phase de réalisation-construction et ensuite une grande phase qui est l'exploitation du bâtiment ou des bâtiments. Nous prenons comme exemple la construction d'un lotissement de villa. La phase chantier est sous la responsabilité du maître d'ouvrage, que ce soit la réalisation d'un édifice public ou d'un édifice privé. Le maître d'ouvrage peut recourir à une entreprise générale qui, elle, sera le maître d'œuvre. Elle peut également recourir à un ensemble de sous-traitants et dans ce cas-là, elle cumulera la fonction de maître d'ouvrage et maître d'œuvre. L'ensemble de la réalisation peut se décomposer en 7 étapes. La première, c'est l'étape dite préparatoire ou de planification. Le constructeur va soigneusement préparer ses interventions, organiser le matériel de manière à éviter les gaspillages, optimiser la logistique, réduire les coûts, assurer la sécurité des intervenants et gagner du temps. La planification consiste à planifier toutes les opérations que le constructeur va mener pour réaliser les travaux du chantier. Pour notre exemple, la phase préparatoire dans la construction du lotissement de villa, elle a duré plus de 6 mois. Durant cette période, le chef de projet et son équipe de planification ont donc affiné les détails de la construction. Les jalons importants ont déjà été définis lors des phases précédentes. Ensuite, ils recourent à une planification plus détaillée en définissant la chronologie logique des tâches. C'est ce que l'on appelle un diagramme en réseau. De plus en plus souvent, on recourt à l'utilisation de méthodologies de planification Lean. Dans la phase étude, une partie de la planification a déjà été réalisée. Elle se réalise lors d'ateliers de planification. Chaque corps de métier qui va intervenir sur le chantier est représenté. Cela permet d'avoir les spécialistes qui sont directement impliqués dans la création de la planification. La planification ne se fait pas seule, mais en équipe. Ce planning permet de définir les ressources et moyens nécessaires à la réalisation et de préparer les appels d'offres. Pour les projets d'une certaine envergure, la planification fait partie des contrats passés avec le maître d'œuvre ou avec les sous-traitants. Par les ressources, on désigne les moyens humains et matériels. Les moyens humains sont les besoins du chantier en effectif ou en équipe de travail qui vont intervenir. Le chef de projet ou l'équipe de planification va préparer une liste du matériel nécessaire au chantier, avec les grues, engins de levage, échafaudage, etc. Il va planifier le mode d'acquisition, acheter ou louer, et choisir le mode le plus rentable pour l'entreprise. Il va déterminer les durées d'intervention et cela va se retrouver dans le planning. Le chef de chantier va préparer la liste des matériaux dont il va avoir besoin: parpaing, ciment, acier, sable, gravier, bois de construction, béton, enduit, peinture, etc. Ensuite, l'approvisionnement se fait directement en contactant les fournisseurs ou par appel d'offres. Comme les offres sont entrées, le chef de projet et son équipe de planification peuvent affiner les coûts et les estimations des coûts. Sur ce diagramme, on voit, en fonction des différentes phases du projet, les coûts. Et bien sûr, on constate que les coûts les plus élevés, c'est dans la phase de réalisation, c'est-à-dire pendant la construction. Le plan d'installation du chantier organise les différents emplacements pour le stockage des matériaux, les voies d'accès, aires de ferraillage,
zone de bétonnage, entretien du matériel, vestiaires et cantines des collaborateurs, les bureaux, les sanitaires, les réseaux d'eau et d'électricité. Le chef de projet prépare les documents nécessaires à l'ouverture du chantier. Il avertit le service des permis de construire du début du chantier. Il obtient les autorisations nécessaires au branchement des eaux, électricité. Chaque fournisseur adapte sa planification pour ses équipes et le matériel. Les plans définitifs sont établis. Dans cette seconde étape, on procède à l'installation du chantier. C'est le géomètre qui délimite le terrain. On installe le bureau pour la tenue des réunions, les plans et les ordinateurs pour le suivi de chantier. Le vestiaire et la cantine ainsi que les sanitaires sont installés. Les accès sont aménagés pour les piétons et les engins. Les différents branchements pour l'eau et l'électricité sont mis en place. On installe les clôtures et barrières du chantier. L'étape 3, c'est l'implantation des bâtiments. Le géomètre détermine l'emplacement des bâtiments sur le terrain. Il va se servir du plan de masse qui donne la limite des bâtiments par rapport aux limites du terrain. Étape 4, le gros œuvre. Ces travaux sont généralement ceux du génie civil qui assurent la résistance et la stabilité de la structure des bâtiments. Ces travaux se partagent en deux catégories, l'infrastructure et la superstructure. On commence par l'infrastructure qui inclut tous les travaux qui se trouvent au-dessous du niveau naturel 0. On commence par les excavations ou terrassements, on enlève les roches ou des terres selon la composition des sols. Il peut y avoir différentes opérations. Décapage des terres végétales, traçage des axes du projet et l'emplacement des fondations. Ensuite, on réalise les fouilles des fondations. Les types de fouilles. La profondeur dépend du type d'ouvrage. Le type de fouille dépend de l'ouvrage. On rencontre fréquemment fouilles en excavation superficielle, fouilles en rigole, fouilles en tranchée, fouilles en puits, fouilles en poteau. Ensuite, on réalise les tranchées nécessaires au raccordement des différents réseaux. Eau potable, eau usée, électricité et gaz. Le géomètre passe pour vérifier les niveaux. Ensuite, on passe aux travaux de fondation. On commence par le béton de propreté, réaliser et poser le ferraillage des fondations, réaliser les coffrages des fondations. Ensuite, on coule le béton avec les camions-pompes. Il faudra le vibrer et le laisser sécher. Et finalement, on procédera au décoffrage. Nous allons réaliser les voiles et leur isolation pour les sous-sols. Les travaux des murs et des escaliers du sous-sol se réalisent, ainsi que les piliers et les murs porteurs pour la dalle durée. Avec la dalle qui recouvre le sous-sol, se terminent les travaux d'infrastructure. Ce sont les travaux des élévations qui commencent. Ils font partie de la superstructure. Pour chaque étage, on retrouve les séquences, coffrage, ferraillage, coulage du béton. Pour les poteaux, les poutres et les planchers. Nous avons également l'équipe des maçons qui ont démarré les murs extérieurs. L'étape suivante, c'est la réalisation des façades et des toits. En posant les portes et les fenêtres, le bâtiment s'isole de l'eau, du gel et de l'air. C'est ce que nous appelons hors eau, hors gel, hors air. Cela veut dire que les travaux de la structure sont terminés. Nous entamons le second œuvre. Ceci n'a rien à voir avec la résistance des immeubles, c'est l'aménagement intérieur qui va les rendre habitables et exploitables. Durant cette étape, ce sont différents corps de métier qui interviennent et le chef de projet doit gérer de manière très adroite toutes ces différentes activités. Sur le chantier même, on a une activité de planification qui va planifier la semaine à venir, les 3 semaines à venir, voire les 6 semaines à venir. Cette planification implique directement les chefs d'équipe, elle est très efficace et elle est extrêmement appréciée par les chefs d'équipe. Dans les secondes œuvres de finition, on trouve les cloisons intérieures, les isolations thermiques des murs extérieurs depuis l'intérieur, l'isolation des cloisons intérieures thermiques et acoustiques, les menuiseries intérieures, les revêtements intérieurs. Parmi les secondes œuvres techniques se trouvent les installations électriques de courant fort et de courant faible, la plomberie et les sanitaires, la ventilation, l'évacuation des fumées, les chauffages et climatisation, l'installation des équipements électriques et de domotique.
On voit que le déroulement des secondes œuvres suit un cycle que l'on retrouve pour chaque étage. Cette étape concerne les aménagements extérieurs. Comme on le voit, il s'agit des terrasses, des passages pour piétons, passages pour voitures, et tout dans le fond, ça va être la zone de piscine qui va être aménagée ultérieurement. Le repliement du chantier, c'est ce qui conclut les travaux et c'est notre 7e étape. Ça va constituer à défaire tout ce qui a été construit de manière provisoire pour le chantier, comme les clôtures, les bases de vie, les bureaux, les sanitaires, etc. Avec cela, j'espère que cette présentation en 7 étapes a été intéressante. En tout cas pour moi, c'est chaque fois un plaisir de partager mes connaissances. Et je vous dis à tout bientôt. Alors, allez, ciao ciao!